Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Forces de sécurité et médias, comment parvenir à une meilleure collaboration? La collaboration entre forces de défense et sécurité et médias semble être mission impossible, miracle ou obstacle. L'armée est considérée comme la grande miette. Les journalistes sont appelés souvent les bavards. Déjà, une première opposition s'impose. Pourtant, les deux corps de métier sont complémentaires. Pour les militaires, la réussite d'une opération est souvent liée au secret. En même temps, l'armée a des comptes à rendre aux citoyens. Le but des journalistes est de donner un maximum d'informations, mais le journaliste est également un citoyen et donc responsable dans son pays. Ce média semble être mission impossible. Comment faire? Studio Tamani pose donc le débat avec 4 invités. Colonel-major Djarankone, chef de la DIRPA du Mali. Monsieur Amadou Garé, journaliste nigérien, spécialiste des questions sécuritaires. Madame Mota Darnas, journaliste à la radio nationale du Tchad. Ahmed Salem, directeur de l'information de l'Agence mauritanienne de l'information. À la présentation, je suis Imrana Kilomaïga, auditeur, invité, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Le Collège sahélien de sécurité organise en ce moment à Bamako un séminaire de formation sur l'information sécuritaire. Les participants sont venus des forces de défense et de sécurité, des militaires, des gendarmes et policiers, mais aussi des magistrats et des journalistes, tous venus de 5 pays du G5 Sahel. Dites-nous, M. Djarankone, quel est l'objectif de ce séminaire? Alors, merci. Je dois d'abord vous demander de profiter de votre instance pour rendre hommage à tous les vaillants combattants, hommes, femmes, militaires, civils, qu'ils soient maliens ou nationaux, qui sont en train de se battre pour que les autres puissent vraiment être tranquilles pour la paix. Alors, cette observation faite, et je dois aussi remercier le collège sahélien du G5 Sahel, le collège de sécurité du G5 Sahel. Militaire, je suis journaliste, je suis très comblé que nous puissions être dans un espace de genre et pour parler des questions sécuritaires, des questions de communication, des questions d'information, tout en n'oubliant pas l'aspect sécurité et l'aspect secret. Alors, donc, voici, c'est cette opportunité, et pour cette opportunité qu'il faut remercier vraiment le studio Tamani de pouvoir parler aux journalistes, aux Maliens et tout simplement aux citoyens du monde et de tous les pays qui sont présents. Donc, sécurité, la face cassée entre les militaires, les forces de défense et de sécurité et les journalistes. Alors, apparemment, les gens pensent qu'il y a des difficultés. C'est une difficulté apparente en réalité. Concrètement, quel est l'objectif de ce séminaire? L'objectif de ce séminaire, c'est d'amener les différents acteurs étatiques, les différents acteurs citoyens, les différents acteurs nationaux à se donner main forte autour de ce qui fait la sécurité d'une nation, la sécurité d'un pays, la protection des populations et des citoyens. Monsieur Salam, une telle rencontre permettra-t-elle de renforcer la sécurité entre les forces de défense et les hommes de médias? Moi, je crois à partir de la problématique que vous venez de présenter en présentant le dialogue. Vous avez dit qu'il y a une certaine conflictualité entre les militaires et les journalistes, alors que c'est la facette apparente. Moi, je crois que les militaires ont un compte à rendre et les journalistes ont une mission à faire. Celle de compte rendre par les militaires, c'est d'informer le public de ce qui se passe. Et il convient aux journalistes encore de porter cette information à ce public, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à dialoguer. La seule façon et le seul moyen de faire ce dialogue ne peut se faire qu'à travers les médias. Et je crois que les forces de sécurité et les journalistes ont la même mission, celle de donner une image qui peut rassurer, nous en tant que journalistes, donner une image qui peut rassurer le citoyen
de l'état de sécurité de son pays, veiller à tout ce qui peut entraver la sécurité et faciliter la tâche aux militaires de communiquer bien dans ce sens. Alors je crois qu'ils doivent être complémentaires et qu'il est nécessaire et que ce qui peut servir la sécurité, c'est une combinaison entre les deux, les journalistes et les militaires. Parce que sans cette combinaison, il y aura toujours des défaillances. Et ces défaillances pèseront lourd sur la sécurité interne et la sécurité externe. Madame Mota, une telle rencontre est une opportunité pour vous, les journalistes? C'est une opportunité parce qu'on vient échanger avec les autres et on permet de faire comprendre notre partenariat avec la sécurité et les médias, comme M. Salem l'a si bien expliqué. C'est une opportunité parce qu'on se rencontre et on échange autour des thèmes et autour de ce qui se fait sur le terrain. Ça permettra vraiment à ce qu'on puisse éviter les erreurs du passé à revenir sur... Au cours de ce séminaire, quel est le sujet qui vous a beaucoup... qui a attiré votre attention? En fait, tout est tellement bien fait que je ne peux pas dire que ça ne m'a pas intéressée. C'est tellement intéressant parce que nous parlons de complicité, nous parlons de dialogue, nous parlons de partenariat et nous parlons de notre manière de nous battre au terrain pour avoir les informations, de nous battre pour permettre à la sécurité de vraiment faire son travail et que la population se sente vraiment en sécurité et avoir de l'information à temps réel. Amadou Garé, quelle est la relation qui existe entre les forces de défense et de sécurité et les hommes de médias, notamment au Niger? Oui, je crois que ce n'est pas seulement le cas du Niger, mais dans pratiquement tous les pays africains, les relations entre les forces de défense et de sécurité et les médias sont assez difficiles, pour ne pas dire conflictuelles. Elles sont difficiles parce que les militaires travaillent pour le peuple, pour le pays. Les journalistes travaillent aussi pour le peuple et pour le pays. Seulement, c'est leurs domaines d'intervention qui sont différents. Les militaires, c'est le métier des armes. Les journalistes, c'est le métier de la caméra, c'est le métier du micro. Donc, et ces deux relations, comme l'a dit M. Salem, on doit pouvoir trouver un terrain d'entente pour que le travail puisse bien se faire. Ce qui n'est pas le cas souvent. C'est très difficile parce qu'il y a une sorte d'incompréhension concernant notre travail, notre propension à vouloir coûte que coûte chercher l'information, alors que nos armées africaines sont de tradition assez secrète. Je me réjouis que le Collège sahélien de sécurité ait réussi quand même à réunir autour d'une même table les éléments des forces de défense et de sécurité, les magistrats et les journalistes. Ça, c'est une occasion unique pour qu'on puisse parler vraiment de tous les sujets qui nous touchent, qui touchent à notre quotidien dans le cadre de notre travail. Et les échanges fructueux qu'on a avec les forces de défense et de sécurité et les magistrats nous permettent de trouver quand même un canal qui va nous permettre de trouver un terrain d'entente peut-être, puisque nous sommes appelés à retourner au pays, à les connaissances qu'on va avoir ici, grâce au Collège sahélien de sécurité, on va partir au pays, on va dispatcher ces connaissances-là avec nos confrères et avec des éléments des forces de défense et de sécurité de notre pays, et on va pouvoir trouver une meilleure compréhension pour que nous puissions faire notre travail de collecte de l'information, que les militaires puissent faire leur travail, mais qu'ils puissent nous donner l'information, pas toute l'information, mais quand on les sollicite, qu'ils puissent nous trouver un petit quelque chose qu'on peut donner aux téléspectateurs, à l'auditeur et à ceux qui lisent les journaux. Diarankone, qu'est-ce que la presse pour les forces de défense et de sécurité? Est-ce un partenaire ou un adversaire? Merci beaucoup. Avant de répondre, moi je dois remercier les journalistes maliens, les vrais combattants citoyens. Après cela, moi je dirais que c'est des partenaires. J'ai tantôt parlé d'acteurs. Nous devrons en principe avoir une sorte de complicité. Ça ne saurait se faire, se réussir sans partenariat. Mais il faut se dire que c'est un partenariat. Certainement, il a dit, qui mérite quand même d'être mieux outillé, d'être mieux huilé. Sinon, c'est un partenariat qu'il faut saluer, qu'il faut vraiment saluer et reconnaître tout le bonheur pour le succès des opérations. Pourquoi il est des fois si difficile de vous soustraire des informations? Alors, il est difficile, bien évidemment, de soustraire des informations. Vous savez, en fait, nous sommes deux partenaires, mais je dirais complémentaires. Complémentaires dans le sens où vous trouvez l'un, vous ne trouvez pas l'autre.
Mais sans l'un, l'autre n'est vraiment pas totalement complet. C'est complémentaire dans ce sens-là. Alors, pourquoi c'est difficile d'avoir des informations avec l'armée? C'est le mode opératoire. L'armée, un peu comme la magistrature, ils travaillent sur des faits. Ils appellent ça une procédure. Le magistrat vous dira l'instruction de la procédure, le militaire vous dit le traitement de l'opération. Alors, comme le militaire travaille sur la vie, sur la personne humaine, alors, à l'occurrence d'un fait opérationnel, le premier réflexe, c'est d'abord se sauver. Quand on a la certitude de s'être sauvé, il faut maintenant aller mettre hors d'état de nuire l'adversaire. Alors c'est valable individuellement et collectivement. Alors le temps au niveau individuel et le temps au niveau structurel de l'unité qui est en opération. Après, il revient au chef de comprendre qui est indemne, qui n'est pas indemne et qui a quoi, qui est là, qui n'est pas là. Vous voyez, nous sommes déjà dans un processus. Ça fait déjà quelques minutes. Alors, et après, c'est maintenant, après qu'on soit sûr, certain de ce qu'on peut dire par rapport à ça, qu'on peut peut-être relayer ça. Il se trouve que le journaliste veut tout de suite et maintenant. Le journaliste constitue-t-il une menace pour les forces de défense et de sécurité? Alors, pas une menace, mais vous savez, nous sommes des Africains, nous aimons le sel. Moi, j'aime les allégories. Alors, le sel est indispensable à l'alimentation, il l'agrémente. Mais pour autant, quand vous en mettez trop, il y a petit problème, c'est un peu ça. Mais ils sont complémentaires. Ils ne sont pas du tout une menace, mais ils deviennent une menace dès lors qu'ils ne permettent pas d'aller vers la victoire finale. Il faut le préciser. Dès lors que l'attitude du journaliste, que le comportement du journaliste, que le produit journalistique ne permet pas d'aller à la victoire finale, alors ça peut, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur des mots. En ce moment, ça devient une sorte d'entrave. Il y a même des sortes du genre aussi à l'interne des opérations militaires, des personnels militaires. Mais sinon, en soi, nous sommes des partenaires. Madame Mota, quel regard les journalistes portent sur les forces de défense et de sécurité? Alors, ce que moi je pourrais dire, c'est qu'ils sont là pour la sécurité, ils sont là pour éviter que la population puisse avoir l'insécurité et se sentir en danger. Donc, quand ils sont quelque part, nous devons normalement bien nous sentir, mais le comble en Afrique, quand on voit les forces de l'ordre, on a plus peur parce que ce sont des gens qui sont prêts à faire du bruit, à tirer parce qu'ils se sentent menacés. Donc, ça fait que je ne sais pas si le mot est juste, mais il y a la peur. Et puis, de l'autre côté, on se dit que c'est à travers eux que nous devons nous sentir en sécurité. Donc, c'est un mélange de peur, de sécurité et de méfiance, un peu de confiance. Avez-vous la facilité de soustraire des informations aux forces de sécurité de votre pays? Ça dépend de quelle manière. Et comme je disais tantôt, chaque pays en fait a sa manière de collaborer, ou chaque presse a sa manière de collaborer avec les forces de défense, chose qui n'est pas facile pour presque toute la presse africaine, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Tout à l'heure, mon voisin venait juste de dire que nous entravons ils ont peur parce qu'ils se disent que quand nous, on est là, comme il a si bien dit, on veut avoir l'information. On veut informer la population. Genre, n'ayez pas peur, la situation est sous contrôle, essayez de vous calmer, peut-être restez chez vous, ne sortez pas. On veut rassurer le public, mais non, les forces de défense, ce n'est pas là leur problème. Leur problème, c'est qu'on soit derrière, et quand on appelle, soit on appelle, soit on est avec eux sur le terrain, mais ils veulent toujours qu'on soit derrière et qu'on ne puisse pas donner de l'information à temps réel. Monsieur Amadou Garé, est-ce que les journalistes ne rassurent pas les forces de défense et de sécurité? Normalement, c'est ça même leur rôle. En fait, nous, on est là pour aider les forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur travail, donner la bonne information. Mais vous savez, c'est compliqué parfois. Moi, je vais vous faire une anecdote. La situation dans laquelle la plupart des journalistes africains vivent, c'est que, je suis désolé, le grand frère est là, mais les services de communication de l'armée, c'est déjà une bonne chose qu'elles existent maintenant, parce que par le passé, ce n'était pas évident. Il y a déjà un pas qui est fait, mais malgré tout, c'est difficile
d'avoir une information. On en est réduit aujourd'hui, quand un événement se passe au Mali, au Niger, ou au Tchad, ou dans un autre pays du G5 Sahel, on en est réduit à se reporter sur les chaînes étrangères. Parce que le paradoxe de la situation, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons l'impression que les chaînes étrangères, nous avons l'impression que les chaînes étrangères arrivent à avoir l'information, la primeur de l'information avant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans nos écrits, nous disons selon telle chaîne internationale, nous qui sommes dans le pays, on n'a pas l'information. Alors, cette situation-là, ça nous embarrasse. On en a parlé au cours de l'atelier. Je pense que les services de communication de nos armées gagneraient quand même à, de temps en temps, nous on ne demande pas toute l'information. L'information sensible, on sait, le secret défense, on le sait. Mais de temps en temps, donnez-nous quelques bribes d'informations pour qu'on puisse donner à notre public, pour qu'on ne puisse pas sortir avec honte devant notre public, devant notre auditoire, devant nos téléspectateurs, avec une information qu'on va rapporter d'une chaîne étrangère, ce qui est une situation assez désagréable pour quelqu'un qui est un professionnel du métier. Monsieur Salam, pourquoi ce manque de confiance entre les forces de défense et les hommes des médias? Moi, je crois que les forces de sécurité ne connaissent pas très bien les journalistes et vice-versa. Les journalistes encore ne connaissent pas très bien les forces de sécurité. Je crois qu'il y a ce manque de rencontre et de concertation entre les deux parties. Et c'est pourquoi j'ai dit que le forum d'aujourd'hui, que la formation que nous assistons aujourd'hui vient à point nommé parce qu'elle essaye de combler ce vide et de trouver une certaine entente entre les journalistes ou les forces de l'ordre. Et je crois que les journalistes investis d'une mission d'informer et qui est très sensible quand il y a l'insécurité, qu'il sait très bien les limites de l'admissible dans cette information. Et le militaire, il a l'obligation encore, ou il a le devoir de donner l'information qu'il faut, parce qu'il y a une population qui attend. Si cette population n'est pas bien informée, ou si on n'informe pas, on laisse place à la rumeur. Cette rumeur peut causer une psychose. Cette psychose peut être plus dangereuse que le front de guerre lui-même. C'est pourquoi je vois l'utilité entre militaires, le partenariat entre militaires et journalistes, et ce qui est inévitable pour gagner une telle guerre, ou bien pour essayer d'instaurer un climat de sécurité viable et qui peut être opportun à tout le monde. Vous êtes un expert des questions de sécurité. Dites-nous quelle est votre expérience concrète avec les militaires? Bon, comme l'avait dit mon collègue du Niger tantôt, et dans toutes les armées, à ma connaissance, au niveau des pays du Sahel, il y a un service de presse. Et ils font souvent, quand même chez nous en Mauritanie, ils font souvent des portes ouvertes sur l'armée dans lesquelles participent la société civile, les parlementaires, les journalistes. Ce service de sécurité, il est là pour donner l'information qu'il faut pour les journalistes au moment qu'il faut. Et je crois que c'est une chose qui est très, très, très importante. Comment la DIRPA gère-t-elle les demandes d'informations émanant des journalistes, surtout les opérations multiples dans lesquelles l'armée est engagée? Alors, avant de parler de la gestion, le mode de gestion de l'information opérationnelle par la DIRPA, je voudrais quand même préciser que nous devrons faire un distinguo entre communication et information. Il s'agit d'information, bien évidemment. Alors, imaginez qu'un journaliste, et c'est arrivé beaucoup de fois, c'est que c'est arrivé dans tous les pays où il y a cette crise-là, imaginez qu'un journaliste, dans sa volonté d'informer, va dire à une femme ou bien à un homme que votre conjoint est décédé sur le terrain, alors qu'il ne sait même pas quels sont les prismes, quels sont les canaux nécessaires par lesquels il faut passer. Alors, on n'est pas sûr que lui-même, il ne va pas provoquer une autre victime à ce niveau. Vous comprenez? Alors maintenant, comment nous on gère? Donc ça veut dire que l'information de crise, autrement dit, celui qui souffre, il y a une manière, il y a une méthode. C'est au nom de la loi, c'est la loi même qui le dit, les droits de l'homme. Il faut préserver sa souffrance, il faut préserver son état de souffrance.
Alors celui qui a perdu déjà l'âme, s'il ne s'agit pas d'aller l'exposer, il ne faut pas tout ça, c'est encore au nom du principe des droits de l'homme. Alors mais tout cela dit maintenant au niveau de la DIRPA, pour parler un peu de comment nous gérons l'information, vous êtes vous-même certainement là, je voudrais rassurer que nous avons nos portes largement ouvertes, je l'ai dit, je le redis, je le redirai, nos portes sont largement ouvertes, nos téléphones, nos numéros sont vraiment disponibles, on peut être empêché. Ça c'est d'abord pour dire que nous sommes disponibles. Un. De deux, on a toujours dit, tous ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'un chef, alors tant que le chef n'a pas dit que je ne suis pas disponible, pour nous, on s'investit pour que cela puisse être. Alors, la gestion de l'information, nous avons plusieurs modes. Nous avons le mode communiqué. Tout le monde peut avoir après l'occurrence d'un fait. Nous avons le mode point de presse, ça c'est beaucoup plus dynamique, ou bien peut-être conférence. Alors, nous avons le mode de mano à mano. Vous m'appelez fréquemment, Studio Tamani m'appelle fréquemment. Ce que je peux dire, j'ai dit. Maintenant, je voudrais quand même préciser que ce n'est pas à un coup qu'on va aussi pouvoir gérer toute une information processuelle. Je vous ai dit qu'une opération, quand ça fait tao, après, ça peut peut-être prendre 30 minutes, 1 heure de temps après. Il faut rassurer tout, vous voyez, avec un seul communiqué, avec un seul article de presse, avec vous ne permet pas, ça ne vous permet pas. M. Amadou disait tout à l'heure que pour avoir certaines informations, il se réfère sur les médias nationaux. Si vous permettez, je vais terminer. Alors, pour avoir le maximum de public, nous avons le site. Notre site aujourd'hui, il est le plus actualisé possible, mais des fois, il y a des problèmes techniques. À part les problèmes techniques, il est le plus d'actualité possible. Nous avons l'application Twitter, nous avons la page Facebook, et pour les jeunesses que vous animez, nous savons que rien ne vous échappe là-dedans. Voilà comment nous fonctionnons. Et bien évidemment, des fois, on vous appelle maintenant pour dire à telle image vous avez fait ou bien telle chose. Alors méfiez-vous parce que vous ne savez pas quelle peut être la portée opérationnelle sur le terrain, sur le mental d'abord du citoyen malien. Ensuite, sur le mental opératif du citoyen malien en opération sur le terrain. Voilà un peu, sinon nous sommes disponibles. M. Amadou disait tout à l'heure que pour avoir un minimum d'informations, il se réfère aux médias occidentaux qui ont facilement accès à l'information dont les médias nationaux ont besoin. Pourquoi les médias nationaux n'ont pas cet accès facile à avoir l'information? Alors, moi, il faut prendre le taureau par les cornes. Je voudrais féliciter encore l'engagement des journalistes africains. Mais pour autant, la seule volonté ne suffit pas. Il faudrait que la volonté soit accompagnée. C'est parce que le journalisme requiert un certain savoir-faire, un certain savoir-être qu'on dit journaliste, qu'on ne dit pas tisserand, qu'on ne dit pas forgeron. Alors, c'est ce savoir-être, cette plus-value, ça fait forcément la différence, même entre vous, vous le savez, ça fait forcément la différence. Alors, on dit que quelqu'un est malade. J'aime les allégories. Quelqu'un est malade. Le journaliste qui passe une seule fois, on dit qu'il est vivant. Lui, il ne répare plus. Je ne souhaite pas que le malade meure. Du reste, attention. Alors, c'est un exemple. Alors, il s'arrête à un seul passage. Et celui qui, chaque fois, il vient voir alors, quel est l'état, il n'y a plus de chance qu'il coïncide avec l'état final de la situation de ces malades. J'explique. Alors, les journalistes maliens que je connais, c'est de ça que je parle avec aisance. Un journaliste va à l'information. Alors, mais si on a tendance, une seule fois, moi j'ai tenté, ça ne marche pas. Alors que les gens sont en train de chercher qui est perdu, qui n'est pas perdu. Terme militaire, on dit porté disparu. Qui a été blessé, qui n'est pas blessé, qui est mort, qui n'est pas mort. Alors, qui est là, qui n'est pas. Il faudrait que ça prend du temps. Alors, si au premier coup que vous vous appelez, on dit, pour le moment, oui, je confirme l'attaque. Vous vous limitez à ça. On n'a pas refusé de vous donner la suite de l'information. Si, entre-temps, le journaliste occidental, parce qu'ils savent comment nous fonctionnons. C'est d'abord un mental, c'est un état d'esprit. Et ils sont là fréquemment, ils vous actionnent fréquemment. Alors, au moment où lui, il vient peut-être 30 minutes après 2 fois, vous avez déjà un bribe d'effectifs en termes de communication. Madame Mata, dès qu'il y a une attaque quelque part, les médias occidentaux ont tout de suite l'information venant des sources sécuritaires. Est-ce qu'il n'y a pas une question de complexité? En fait, nous sommes complexés.
Il faut le dire. Et le souci, c'est que nos forces de défense refusent de reconnaître que chaque presse a des sources. Maintenant, quand il le dit si bien que les médias occidentaux arrivent à avoir les informations, c'est de la même manière. Quand on appelle une fois, 5-10 minutes après, on rappelle. C'est justement pour avoir des informations à temps réel et savoir mettre les gens qui sont là en confiance. Mais ça fait que tout le monde, du coup, quand il y a un truc, il y a une attaque ou bien un pays est en train de souffrir, il faut tout de suite que tout le monde arrive à se renverser vers les médias internationaux pour avoir des informations. Et comme M. Amadou l'a dit, quand on a des informations, pour ne pas dire que nous, on a eu... Donc, le scoop, on dit que c'est long, tel média, et nous sommes obligés. Mais après, il faut que les forces de défense sécuritaire se disent que nous sommes des partenaires et qu'en nous donnant l'information, on va informer de la même manière. Tout à l'heure, il disait que quelqu'un est en train de souffrir, de mourir, mais de la même manière, on voit que les chaînes occidentaux diffusent. Pendant que nous, on nous empêche d'avoir les images, pendant que nous, on nous empêche, par exemple, de dire qu'il y a ça, et il faut... Mais les autres diffusent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ces autres-là qui diffusent? Est-ce qu'ils vont encore revenir leur dire attention, parce qu'ils ne sont pas ici? Quand ils vont dire attention, là, c'est seulement... Ils se rusent simplement sur les médias locaux, et ce n'est pas normal. C'est pas du tout normal. Non, à ce niveau, moi, je veux une précision quand même. Hein. Vous savez, quand vous parlez de presse occidentale, le public, autrement dit, la destination, l'exploitation de ce produit information compte énormément. Ensuite, il y a la capacité matérielle, la capacité technologique. J'insiste beaucoup, je sais de quoi je parle. Alors, des fois, ils ont des images satellitaires. Et qui ont des images les Occidentaux, il ne faut pas se cacher. La presse? Ça veut dire que nous, on n'est pas... vous ne savez pas ça? Je vous demande. Non, vous ne savez pas que les Occidentaux utilisent les... Je vous demande. Moi, je le dis, allez-y, renseignez-vous. On est entre nous journalistes. Alors, je ne discute même pas ça. Alors maintenant, vous pouvez vous interdire, parce que c'est votre population, c'est votre public, vous pouvez vous interdire des choses. Et ils ne s'interdisent pas ça. Alors, c'est ce qui fait des fois aussi, moi, je ne suis pas en train de justifier, je tente de faire comprendre un peu le pourquoi et le cela, cela peut être, pour qu'on puisse améliorer notre prestation entre nous, bien évidemment. Ça veut dire que la force de défense n'a pas confiance en nos médias nationaux. Non, ce n'est pas une question de manque de confiance. Je ne parle pas de tous les cas. Le cas malien concret que je connais, c'est de lui que je parle. Oui, mais on peut parler des Maliens. Moi-même, je suis sidéré. C'est quand un étranger, en termes de presse, montre ce que je ne voudrais pas montrer. Vous conviendrez que le soldat, en moi, j'ai quand même une déontologie, j'ai un principe qui est conforme au principe du DIH, du droit international humanitaire, le droit du conflit. Toutefois que je vois des communications contraires à ça, je suis vexé. Alors, ce sont les mêmes qui crient après qu'il y a violation des droits de l'homme. Donc, vous comprenez déjà que le mode opératoire, et vous comprenez déjà que les besoins, vous comprenez déjà que les intérêts sous-tendus et derrière tout ça ne sont pas les mêmes. Alors, donc, en ramenant la chose à notre juste milieu, et moi, je Monsieur Salem, est-ce que vous partagez cet avis? Non, moi, je crois que cette chose est déplorable, inadmissible, parce que du point de vue national, il faut avoir la confiance en soi-même. La première des choses. La deuxième des choses, nous, journalistes, nous connaissons notre milieu, nous connaissons notre population, nous connaissons notre habitude, nous connaissons notre mentalité. Alors que les Occidentaux n'en connaissent rien de nos mentalités. L'information qu'ils peuvent relayer pourra avoir éventuellement des conséquences dévastatrices sur nos populations, sur nos mentalités. Alors que ces paramètres, nous connaissons mieux. Donc, il serait serein, voire même impératif de donner l'information qu'il faut aux nationaux parce que eux, ils savent comment utiliser cette information. Ils sont du terrain, ils sont du milieu, ils connaissent la mentalité des populations. Ils ont des limites qu'ils ont, alors que les autres n'en ont pas. Et il faut dire encore que chaque Occident, derrière lui, il y a une intention, quelque part. Alors, il faut quel type il faut éviter cette intention. Il faut quel type de collaboration entre les forces de défense et les hommes des médias? Et je crois qu'il faut que les militaires comprennent cette chose, que les nationaux
ils ont du talent, ils sont des professionnels, ils connaissent le terrain, ils connaissent la mentalité, ils connaissent l'utilité de cette information et ce qu'elle peut causer comme méfaits, comme bienfaits. Et je crois que les journalistes encore, ils doivent comprendre dans un degré ce que font les militaires, parce qu'à un certain point, il y a des choses que les militaires ne peuvent pas donner et qu'au cas où un journaliste peut les avoir d'une source autre ou d'une autre, il peut les garder chez lui, parce que s'il juge que cette information peut peser sur la sécurité ou peut causer des autres dommages, lui, il ne la diffusera jamais. Parce qu'il parle de sa conscience nationale, de l'intérêt général de sa nation. Donc il est investi de cette mission de citoyenneté. Alors moi je suis obligé vous aurez la parole. Les réseaux sociaux nous disent le contraire, vous ne verrez pas ça en Europe. C'est un bel exemple. D'accord. Monsieur Amadou Agaré, aujourd'hui, quand on regarde la situation des hommes de médias, on constate qu'il y a des hommes de médias qui sont enlevés, séquestrés par des militaires. Est-ce que le cas existe chez vous au Niger? Non, heureusement, dans mon pays, quand même, il y a une totale liberté de la presse. C'est-à-dire que les journalistes ne sont ni enlevés, ni menacés. Mais le seul problème qu'on a, c'est vraiment, comme dans tous les pays, l'accès à l'information. Parce que vous savez, je crois qu'il y a un malentendu qu'il faudrait lever. On ne demande pas au service de communication de l'armée de nous donner toute l'information, de nous dire qui est mort. Non. On ne vous demande pas ça. Ce qu'on vous demande, donnez-nous quelque chose pour qu'on puisse vous savoir. Parce que le problème, comme l'a dit Salem, c'est que quand on ne donne pas l'information au moment où nous on en a besoin, je suis en train de préparer un journal au niveau du studio Tamani, on me dit qu'il y a une attaque quelque part, je me dis, le journal c'est dans 30 minutes, j'appelle pour avoir au moins la confirmation de l'attaque, pour avoir les détails après. Mais même la confirmation, quand vous appelez, on vous dit, je ne peux rien vous dire. Et la même information, malheureusement, vous la retrouvez sur les chaînes étrangères. Et ce que mon colonel-major oublie, les chaînes étrangères, elles ont la subtilité de préciser, selon des sources sécuritaires maliennes, ou selon des sources sécuritaires tchadiennes, ou selon des sources sécuritaires nigériennes. C'est ça qu'ils disent. Elles ne vous parlent pas de ça. Non, elles ne vous parlent pas de ça. C'est-à-dire que ce sont des sources sécuritaires qui leur donnent l'information que nous, ils nous refusent. Et je vous dis, c'est une situation assez désagréable qui fait que même les journalistes étrangers se moquent de nous. Ils se disent que nous, on n'a pas d'importance. Nous, on est des petits journaleux, même l'information nationale, on n'arrive pas à l'avoir. C'est eux qui l'ont. Et même pour avoir l'interview aujourd'hui d'un ministre de l'Intérieur local, par exemple ici, si toi tu te lèves en tant que journaliste malien, tu veux l'interview du ministre de l'Intérieur, c'est pas évident. Mais dès que le correspondant d'une chaîne étrangère que je ne voudrais pas nommer vient ici, c'est le même jour où l'interview a lieu. Donc, moi, je pense que déjà le fait que les services de communication de l'armée soient mis en place, je vous assure que c'est une très bonne chose. Parce que le fait même que le colonel-major soit sur ce plateau pour être en train de parler, il faut le saluer. Nos armées sont modernes, nos armées ont changé. Ce que nos armées ont oublié, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est périssable. Et qu'au moment où l'information a lieu, déjà les réseaux sociaux s'enflamment. Parce que l'habitant du village dans lequel l'attaque a eu lieu a envoyé l'information à un de ses parents, qui est sur Facebook. L'information est déjà... Et c'est parti. Et parfois, ce n'est pas la bonne information. Vous comprenez? Et nous, on a besoin de l'information, parce que comme l'a dit Salem, nous sommes des patriotes, nous voulons rassurer la population. L'information, elle est impérissable, alors que les informations militaires sont les secrets les mieux gardés, comme le constatent beaucoup d'observateurs. Pourquoi ce miracle, ce mystère? Non, ce n'est pas un mystère. Je vous ai tantôt parlé du tout de suite de l'immédiateté, de l'instantané versus peut-être l'assurance, la sécurité, le secret, autrement dit le traitement. Et je vous dis, alors, même eux, je les titille. Je dis que nous sommes la meilleure presse, nous sommes le meilleur organe, parce que alors, les rectificatifs, les droits de ceci ou cela, nous sommes le seul média où c'est peut-être 1%. Parce que nous sommes des humains, je ne vais pas dire 0%. C'est formidable tout ça là. Alors, je le dis, c'est le mode opératoire. Autant le militaire a besoin d'assurer, autant il a besoin. Parce que tout ce que le militaire fait, in fine, c'est le public, c'est la population. Oui,
il faut rassurer la population. Il ne faut pas désemparer la population avec une fausse information ou une information même si elle est vraie. Toutes les informations ne sont pas bonnes à dire. C'est les journalistes eux-mêmes qui disent. Alors, le traitement de l'information, je crois que c'est la problématique majeure réside au niveau du traitement de l'information et de son exploitation. Alors, si on a la certitude que le traitement de l'information est vraiment bien assis, et si on a la certitude, alors vous voyez, ça m'amène à ramener un peu une certaine dichotomie entre les notions de presse et entre les notions de journalistes. Les journalistes aussi rassurent les populations quand il y a des informations. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Tout à fait comment? Non, pas tout à fait. Prenons un cas précis en 2013. Prenons Kona. Alors, je ne citerai pas l'organe. Alors, il y a des militaires, des deux médias, en l'occurrence, qui ont dit non. Malien? C'est clair. C'est vérifiable. Alors, les militaires maliens, ils ne veulent plus. Il faut ramasser les bagages, il faut partir. Vous voyez, c'est une information à diffuser pour quelqu'un qui croit qu'il parle au nom de la population, qu'il est là pour rassurer la population, alors que les militaires n'avaient pas encore replié. Les militaires étaient en train de renforcer leur résistance à séparer. On avait dit là-bas, c'est le Bolibana. C'est le Bolibana, ça veut dire en Bambara, la course finit ici, on nous tue ici, ou bien en tout cas ici, à partir d'ici, on réorganise. Madame Mota. Oui, mais en fait, en même temps, pendant qu'il y a donc ce truc, ce renforcement, pendant que vous cherchez à stabiliser les choses, le journaliste veut aussi informer que nos forces de défense sont en train de se mettre au travail pour éviter. Ce n'est pas tous, mais les journalistes, c'est le sensationnel. Mais quand déjà... Le sensationnel est l'ennemi des Il n'y a pas le sensationnel. Monsieur Amadou, madame, pardon. Le sensationnel est l'ennemi des opérations. Non, je l'ai dit. Non, je vous dis, je vous passe la parole aussi, madame. Alors, le sensationnel est l'ennemi des opérations. Le militaire, c'est encore les populations. Il faut de l'assurance. Non, le journaliste, surtout, je ne dis pas tous, mais le journaliste, c'est l'immédiateté, le scoop. Non, mais ça fait c'est le cas, le journaliste, c'est le scoop. Non, c'est pas le terme technique. Le journaliste, c'est le scoop. Non, c'est pas le scoop. En matière d'opération, s'il vous plaît. Non, je pense que ce sont ces genres de préjugés qui font que nos relations sont assez conflictuelles souvent. Bon, voilà. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, il y a des bons militaires, il y a des mauvais militaires. Mais l'armée est toujours là. Il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes, la presse est toujours là. Ben voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler à ce que il y ait... Je vous ai dit, le journaliste qui demande l'information ne demande pas l'information sensorielle. Il ne vous demande pas le nombre de morts, il vous demande... Non. Il ne vous demande pas le détail des opérations. Oui, les forces de défense sont à telle position. Ah non, non, non. Il vous demande, est-ce que vous confirmez? Sur les réseaux sociaux, on voit une information sur laquelle il y a eu une attaque. Mais ça, vous pouvez confirmer. Mais ça, là... Parce que si vous ne confirmez pas, les chaînes étrangères, dès que le premier journal, le problème, je vais vous dire, non, ne demande jamais. On va y aller. Je vais finir. Vous savez, j'ai dit, je salue le fait que les armées aujourd'hui ont des services de communication. Mais dans mon pays, on a pris cette question à bras le corps. Parce que je crois que les forces de défense et de sécurité ont compris l'importance de l'information et de la communication. Pas de la communication même, l'information en temps de crise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a créé un comité qui regroupe des magistrats, des militaires, vraiment plusieurs sensibilités qui vont gérer l'information. Et maintenant, c'est eux qui sont les répondants des journalistes. Quand il y a une situation, ils peuvent demander et on va leur donner l'information. Mais je vous dis, sinon, en temps normal, vraiment, c'est compliqué et je pense que nos armées gagneraient à se moderniser, à être plus proactifs, à donner l'information au moment où... Sinon, parce que si c'est pour faire un communiqué 3 jours après l'attaque, c'est inutile. 3 jours après une attaque, vous faites un communiqué pour nous dire le bilan. Franchement, c'est inutile. Vous pouvez économiser les papiers, ça ne sert à rien du tout. Je ne vois pas à qui ça sert. Parce que déjà, les chaînes étrangères là, ont diffusé, des sources sécuritaires ont donné le même bilan avant que vous nous fassiez le communiqué. Donc vraiment... Monsieur Salem, quels sont les principes, les conseils, les voies à suivre pour maintenir, faciliter et entretenir cette collaboration entre forces de défense et hommes de médias? Moi, je crois qu'il faut renforcer les services ou les directions de presse au niveau des armées. Quand on renforce les directions ou les services de presse au niveau des armées, déjà on avance un grand pas. Et il faut encore essayer de trouver un terrain qui permet aux forces de sécurité de se rencontrer dans des séminaires, dans des formations avec les journalistes, pour que chacun sache
la tâche de l'autre et que chacun sache qu'il est partenaire de l'autre et qu'il vient le compléter. Je crois que quand on part dans cette optique, on pourrait aboutir à une collaboration fructueuse, aussi bien pour l'armée que pour les journalistes et pour le pays tout entier. Colonel Diarankoni, quels sont les moyens nécessaires pour un journaliste d'avoir accès facilement à l'information? Pour avoir accès facile à l'information, il faut d'abord que le journaliste se prépare à cela. En faisant quoi? Et il faut aussi que les armées lui donnent l'opportunité de connaître le fonctionnement minimal par le renforcement de ses capacités. Le renforcement de ses capacités, c'est quoi? C'est de lui permettre, qu'est-ce que c'est la codification des informations, quelle information mérite ceci ou cela. Par exemple, cet espace est un bon exemple. Et le collège sahélien doit être félicité, je l'ai dit tantôt, pour nous permettre d'être ensemble. Les autres forats, les autres instances, séminaires, ou bien en tout cas même les exercices terrain, pour que les gens comprennent, tout ça, ça permettra aux journalistes de se spécialiser. Quand je dis spécialiser, ce n'est pas d'être militaire, mais c'est quand même d'être... Est-ce que le journaliste a besoin de connaître ce code dont vous avez parlé? Il a besoin juste de l'information. Non, le journaliste n'a pas besoin juste de l'information. Le journaliste est humain avant d'être journaliste. Le journaliste, non, il est humain, il travaille pour les populations. Et s'il travaille pour les populations, il ne doit rien faire qui puisse permettre de venir être constitué un mal, un danger pour la population. C'est ça le fondamental, c'est à ce niveau. Mais donc, on n'a pas besoin de connaître. Alors, c'est-à-dire toute information, je le dis, je le répète, toute information de nature à venir appeler la population n'est pas une information à apporter au niveau de la population. Alors, l'information est à filtrer, l'information est à traiter avant vraiment d'être consommée. Mais il faut donner... Madame, comment construire ce dialogue entre hommes de médias et forces de sécurité? Je pense qu'il faut insister sur des rencontres, des échanges pour permettre à ce que les deux puissent savoir qu'ils font le même travail, mais chacun a son éthique déontologique, comme chez les journalistes, les forces de défense, ils ont aussi leur manière, mais nous ne pouvons pas aller chercher à connaître les codes des forces de défense pour nous permettre de venir écrire, d'informer la population en fait, on peut se retrouver sur un terrain de bataille, mais ne pas prendre l'arme parce que nous ne connaissons pas. Notre arme à nous, c'est des crayons, des feuilles, d'écrire ou encore d'enregistrer ou encore de filmer et de venir traiter, diffuser. Ça, c'est notre travail. Mais on ne peut pas aller apprendre les codes des forces de défense pour venir écrire nos papiers. Les journalistes sont souvent taxés d'être à l'origine des fake news, d'où la réticence des structures, notamment des forces de défense, à donner certaines informations aux journalistes. Est-ce le cas? Pratiquement, je crois qu'il y a beaucoup de fake news. Mais le problème que j'ai dit tantôt, c'est le problème de responsabilité. Il y a une certaine responsabilité et les journalistes se sentent responsables de l'information. Parce que l'information, elle peut causer des dégâts néfastes. Les dégâts qu'elle peut causer peuvent être plus néfastes que la bombe, que les armes elles-mêmes. Parce que dans la configuration actuelle du paysage médiatique, la guerre se fait par la communication, par les médias. Ne se fait pas souvent par les armes. Et vous savez que, il ne vous échappe pas que toute l'Amérique s'est retirée du Vietnam à cause d'une photo, d'une petite fillette. C'est un photographe qui a pris une photo d'une fillette qui est brûlée par les napalm, qui a fait le tour du monde. 2 jours après, les Américains ont plié bagages, alors que la résistance locale ne pouvait pas déloger les Américains. Et aujourd'hui, on assiste à une guerre des médias. Nous n'avons plus de temps. Amadou, que faut-il pour que les hommes de médias respectent la déontologie? 30 secondes. Non, je pense qu'il n'y a pas... les hommes de médias sont déjà formés dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Les hommes de médias ne fabriquent pas l'information. C'est-à-dire que si l'information est sensible, il est question de demander l'information auprès de la source, le service de presse de l'armée. Alors, on travaille avec ce qu'on a, ce que vous nous donnez là. C'est avec ça qu'on travaille. Si vous nous dites qu'il y a 100 morts et qu'on met 100 morts,
Mais vous voulez dire que c'est nous qui sommes les coupables? Vous qui êtes censé gérer l'information? Non. Donnez-nous l'information, c'est vous qui la gérez. Voilà, merci beaucoup. C'est ce qui met fin à ce débat. Forces de sécurité et médias, comment parvenir à une meilleure collaboration? Nous étions avec colonel-major Diaran Kone, chef de la DIRPA du Mali, Amadou Agaré, journaliste nigérien spécialiste de questions sécuritaires, Madame Mota Dernance, journaliste à la radio nationale du Tchad, Ahmed Salem, directeur de l'information de l'agence mauritanienne de l'information, spécialiste également de questions sécuritaires. Moi, je suis Mrana Kilomaïga, à la régie vidéo, Nouhoun Djire, au niveau du son, Mamadi Keïta. Ce débat a été coordonné par Mouhamadou Touré, auditeur, téléspectateur. Merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur notre site www.studiotamani.org. À demain pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.